Bienvenue sur Zirema. Zirema vous souhaite une bonne écoute. Vous allez écouter Voyage en Afrique des profondeurs. Auteur Mamadou Labib Traoré. La version audio de ce livre a été éditée par les éditions Zirema. Ce livre est un recueil de nouvelles. Première nouvelle, la colère de l'albinos. Ce matin-là, armé de toutes sortes d'objets bruyants, ustensiles de cuisine, bouteilles, boîtes de conserve, barres de fer, les habitants de Bologna, ville balnéaire et banlieue biazovilloise, envahirent toutes les ruelles en produisant un énorme vacarme. Une quarantaine de minutes suffirent pour qu'ils atteignissent leur objectif. En effet, le temps qui était devenu subitement sombre il y avait une heure commençait peu à peu à faire place à la lumière du soleil. Des cris de joie se firent entendre parmi les manifestants. « Bravo à tous! Le chat qui avait capturé la lune est en train de la libérer progressivement !» cria le chef de file de cette manifestation superstitieuse. En effet, selon les croyances locales, le chat avait pris la lune en otage et seuls les bruits coordonnés pouvaient l'en délivrer. De quoi s'agissait-il en vérité ? La scène qui venait de se produire n'était autre chose qu'un phénomène naturel qui se produit à des périodicités scientifiquement déterminées et qui est visible à certains endroits de la planète. Il s'agissait d'une éclipse solaire. L'éclipse peut être lunaire également. Une éclipse ou occultation solaire se produit lorsque la Lune s'intercale entre la Terre et le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image de l'astre de feu depuis la Terre. La Lune étant un satellite de la Terre, et la Terre tournant autour du Soleil lors de sa révolution annuelle. C'est ce phénomène naturel que venaient de contrecarrer triomphalement croit-elle les braves populations de Bologna, plus accrochées que jamais à leurs croyances multiséculaires. Les croyances ancestrales bolonaises étaient fondées sur des superstitions aussi diverses que scientifiquement non vérifiables. Par exemple, à Bologna, la croyance populaire laissait entendre que lorsqu'un tourbillon apparaissait, un morceau de calebasse cassé jeté à l'intérieur se transformait immédiatement en un serpent géant et venait la nuit mordre celui qui la journée avait œuvré à son apparition. Il était interdit par ailleurs de siffloter ou de balayer sa maison la nuit. À la question de savoir pourquoi, majoritairement, l'on vous répondait simplement « parce que ce n'est pas bon », sans plus. En revanche, chez les dépositaires légaux des us et coutumes ancestrales de Bologna, les croyances ancestrales étaient fortement réglementées d'interdits divers, dont éviter de se laver la main dans une assiette dans laquelle l'on a mangé, sinon l'argent manquera. Éviter de garder de l'argent dans la Bible ou dans le Coran au risque de toujours manquer d'argent. Ne pas donner de l'argent à quelqu'un à travers une fenêtre au risque de voir sa fortune se volatiliser. Ne pas lancer de l'argent à un mendiant, mais le lui remettre main à main. Enlever la main de la nourriture pour battre ses enfants, cela apporte malheur dans la vie du parent et dans celle de l'enfant battu. Ramener la culotte qui t'a servi à faire un adultère dans ta maison et laisser ta femme te la laver. Cela entraîne une succession d'infortunes dans la famille. Ne jamais uriner pendant un bain de purification ou de chance. Le faire avant ou après le bain au risque de neutraliser tous les effets dudit bain et renverser parfois le résultat escompté. Ne jamais s'asseoir au-dessus d'une table à manger sous peine d'être accusé des choses dont l'on est innocent. Ne pas étaler son habit sur les bords du lit, des chaises, des fauteuils ou sur sa moto. Cela anéantit l'esprit et retarde l'évolution sociale. Ne pas laisser son argent sur le lit, ce qui entraîne toujours des problèmes d'ordre financier à l'auteur. Ne pas laisser son sac d'argent par terre, mais toujours l'accrocher quelque part. Sinon, l'on ne pourra rien économiser pour une réalisation qui nous tient à cœur. Ne pas manger de cure-dents dans les toilettes et cracher dans le WC sous peine d'entraîner une perte de puissance de la voix devant un auditoire qui ne vous écoutera pas. Ne pas poser sur les genoux un chapeau qu'on a déjà porté, sous peine d'être le seul dans un groupe à ne pas pouvoir fuir en cas de danger. C'était toujours à Bologna, creuset où foisonnent les superstitions les plus saugrenues, que le jeune Balois, rentré fraîchement d'outre-mer après de longues études en philosophie, paya de son esprit cartésien. Le jeune amoureux de la sagesse avait osé défier des anciens du quartier. Et voici comment cela arriva. Il lui avait été dit que les macaques du quartier étaient les totems des habitants, et que de ce fait, personne n'avait le droit d'en consommer la chair sous peine d'être puni par les ancêtres. Les habitants de Bologna chérissaient donc les fameux macaques, les entretenaient, les protégeaient et cohabitaient avec eux en parfaite intelligence.
Balois, excédé constamment par ce qu'il considérait comme une ignorance, les défiait chaque fois que quelqu'un faisait l'éloge des singes rendus sacrés par les croyances locales. Un jour, avec stupéfaction, les habitants de Bologna constatèrent que l'un des singes avait disparu. Le premier suspect, bien entendu, était Balois. La présomption de culpabilité pesait sur celui qui avait toujours méprisé ses propres coutumes pour avoir fait papier longueur, de longues études. Une forte délégation se déporta chez lui afin de s'assurer des fondements de leur présomption. Ils trouvèrent Balois chez lui, se balançant dans son hamac, un roman dans la main gauche et se curant les dents de sa main droite, comme quelqu'un qui venait de manger de la viande, le pourtour de la bouche luisant d'huile. D'un coup, le président des Anciens s'adressa à Balois après les salutations d'usage. « Balois, je viens de la part des Anciens. Un des singes sacrés de Bologna a disparu. Ne l'aurais-tu pas aperçu quelque part ? » « Bien sûr, et à l'heure où je vous parle, il est dans mon estomac en train de subir une bonne digestion, » répondit Balois, ironique, méprisant, d'un ton serein. Il éclata d'un rire fort narquois. « Quoi ?» s'interrogèrent en chœur les membres de la délégation à la fois horrifiés et furieux. À peine voulut-il parler que la bouche de Balois se mit à se tordre dans le sens de son oreille gauche. « Voilà ce qui arrive à tous ceux qui méprisent nos traditions !» dit Dakou, satisfait de cette métamorphose soudaine de la bouche du philosophe et incrédule Balois. Balois courut dans sa maison, la bouche endolorie comme jamais, et ressortit avec le singe vivant qu'il tenait en laisse devant une foule médusée, et le remit à Dakou. « Tenez, prenez votre singe, je ne l'ai ni tué ni mangé. C'était juste un test. J'ai huilé ma bouche, et son pourtour pour vous faire croire le contraire. » À ces mots, la bouche de Balois redevint normale comme par enchantement. Le philosophe balois venait de mettre à nu une supercherie monumentale agrémentée par une très vaste escroquerie morale. Il venait de démontrer que ce n'était pas le fait d'enfreindre les coutumes en mangeant les animaux totems qui créaient les problèmes, mais plutôt des individus malveillants qui se cachaient derrière de fallacieux prétextes pour faire du mal aux innocentes personnes. Ayant démystifié les anciens qui se sentirent humiliés, Balois perdit l'usage de la voix. C'était pour les anciens une façon de l'empêcher de divulguer ce profond secret autour de lui. Peine perdue pour eux parce qu'ils avaient oublié que Balois avait un autre moyen plus puissant de s'exprimer. L'écriture. La vie avait repris son cours normal à Bologna il y avait 4 ans depuis ce qu'il était convenu d'appeler l'affaire Balois, le philosophe. À Bologna, le sujet au centre des conversations était le décès de l'albinos Pavilou, survenu 1 mois et demi, juste avant les élections législatives et municipales couplées. Il avait été aperçu à plusieurs endroits de Bologna et par plusieurs personnes, dont des hommes et des femmes d'une moralité irréprochable, ce qui crédibilisait davantage les assertions relatives à ses apparitions et à ses disparitions intermittentes. L'albinisme est une maladie d'origine génétique rare, due à une anomalie héréditaire caractérisée par une absence de mélanine partielle ou totale. La personne albinos souffre d'un défaut de production de mélanine. La mélanine est le pigment naturel qui donne sa couleur à nos cheveux, nos yeux et notre peau, et qui protège la peau et les yeux des rayons ultraviolets du soleil. Elle nous protège également du soleil. Les personnes atteintes d'albinisme, appelées albinos, peuvent notamment être très exposés au cancer de la peau et souffrir de problèmes de vision. À Bologna, les croyances ancestrales relatives aux albinos étaient tout autres. Ici, les albinos étaient souvent victimes de discrimination du fait de leur apparence atypique. Les albinos, en plus de leur santé fragile, étaient confrontés à de nombreux problèmes, notamment dans leur vie quotidienne. Perçus comme des enfants blancs issus de parents noirs, les albinos ne sont pas seulement issus des noirs, mais aussi des blancs. Les albinos sont une source intarissable de préjugés. Ils vivent constamment dans la crainte, dans un pays où la magie et les superstitions abondent. Dans certaines traditions locales, on pense que les organes des albinos sont dotés de pouvoirs magiques et qu'ils apportent chance et santé à ceux qui en disposent. Pour cette raison, les personnes albinos peuvent être victimes de violences de la part de ceux qui, à travers eux, voudraient avoir du pouvoir ou devenir riches, trouver un bon conjoint, ainsi que de ceux qui voudraient recouvrer la santé. Partant, les albinos pouvaient être kidnappés et subir des amputations pour honorer des rituels maléfiques, entraînant la mort dans certains cas. Ce fut le cas de l'albinos Pavilou.
Pavilou avait été enlevé par le député-maire Camasso, qui depuis 35 ans représentait le peuple à l'Assemblée nationale et cumulativement administrait la commune de Bologna, située à 180 km de Biasoville. Cet enlèvement avait été fait sur instruction de la redoutable Chamoiseau, réputée pour ses pouvoirs maléfiques et ses hauts faits de sorcellerie. Des hommes politiques, de grands hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires, des particuliers venaient de contrées très lointaines la consulter discrètement. Qui pour un poste électif ou nominatif, qui pour faire prospérer ses affaires, qui pour lui soumettre des cas cliniques mystérieux. Chamoiseau était née de façon miraculeuse. Elle avait un seul long sein planté au milieu de sa poitrine, au lieu de deux comme toutes les autres femmes ordinaires du monde. Son long sein, au bout duquel se trouvaient 7 tétons, traînait jusqu'à ses genoux. Au milieu du sein se trouvait un œil ultra mobile. Ses pouvoirs étaient, disait-on, innés. Elle était détentrice de plusieurs sortilèges, aussi divers qu'efficaces les uns et les autres. Pour envoûter les conjoints, elle utilisait 4 crapauds. Dans les gueules des batraciens, elle introduisait des talismans. Elle cousait ensuite les gueules des amphibiens, enfermés sans nourriture ni boisson pendant 4 jours et 4 nuits, avec le nom de ceux qu'elle devait envoûter. Ils étaient ensuite enterrés vivants. Le retour affectif se faisait au bout de 4 jours, et ce, définitivement. Pour faire muter des fonctionnaires indélicats ou gênants pour les petites affaires de certains de ses clients, elle attachait des talismans préparés avec du venin de serpent cobra sur les ailes de pigeons blancs et les laissait voler. Les personnes visées étaient affectées dans la semaine. C'est ainsi que plusieurs agents des forces de l'ordre et autres fonctionnaires et agents de l'État réputés grands fornicateurs furent mutés de Bologna sans aucune raison valable à leur grand étonnement. Elle avait le pouvoir de lancer des sorts, ou corrotis par des crissis, paroles mystiques et secrètes d'envoûtement, ou par d'autres procédés cruels qui inexorablement faisaient passer leur cible de vie à trépas. Elle prenait un chiot vivant qu'elle mettait dans un mortier pour le piler jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle recueillait la pâte, ainsi obtenue, et la divisait en 2 parties. Elle prenait la première moitié qu'elle piquait avec 9 aiguilles, et elle utilisait l'autre partie pour en faire une pommade. Elle donnait les 2 parties au client, qui devait jeter la nuit du même jour la pâte de viande avec les aiguilles à l'intersection d'une route. Quant à la pommade, le client devra enduire tout son corps au coucher pendant 3 jours. La personne visée mourait subitement une fois le traitement terminé. Avec ses redoutables crissis, elle pouvait transformer un kurujara, corde utilisée par les femmes pour maintenir solides les nœuds des pagnes qu'elles attachent, en serpent mystique qui allait mordre la cible visée à la vitesse de l'éclair et revenait chez sa maîtresse. Elle pouvait, par le même procédé, envoyer des aiguilles tuer quelqu'un à des milliers de kilomètres et revenir en une fraction de seconde. Ces aiguilles étaient mystiquement préparées avec une femelle de scorpion qui venait de mettre bas, vu que la parturition chez la femelle scorpion entraîne sa mort parce que les petits à maturité lui ouvrent le ventre pour naître. Elle élevait donc des scorpions pour les utiliser au moment opportun pour ses rituels. C'est cette redoutable sorcière aux pouvoirs multiples que le député-maire Camasso consultait parce qu'elle avait fait ses preuves, ce qui lui valut ses 7 quinquennats. Il était si généreux que Chamoiseau lui réservait un traitement de faveur. Le député-maire Camasso était un redoutable homme politique prêt à tout pour arriver à ses fins. Pour son 8e mandat, Chamoiseau lui avait demandé un sacrifice peu ordinaire parce que les esprits lui avaient prédit 7 mandats au terme desquels il devait se retirer. Il avait été d'accord pour le principe, pourvu qu'il fût élu. Le reste on verra, pensait-il secrètement en bon politicien. Vers la fin du 7e mandat, la boulimie du pouvoir grandissant, il retourna voir Chamoiseau pour renégocier le contrat. Chamoiseau, surprise, lui rappela ses engagements, et vu son insistance, elle promit de consulter les esprits. Le retour qu'elle lui fit était que les oracles ne voyaient rien de bon, même s'ils entrevoyaient une éventualité dont les conséquences eussent pu cependant ne pas être du goût du député-maire. « Quelle est cette solution ?» demanda le député-maire Camasso, visiblement heureux de savoir qu'il y avait une lueur d'espoir. Il était surtout visiblement prêt à tout pour conserver son trône. « Tu sembles prêt et les esprits aiment les hommes déterminés et audacieux, comme toi qui ne reculent jamais. La première condition, c'est qu'une fois que je t'explique ce qu'il y a à faire, tu n'as d'autre choix que de l'accepter. Et dès lors, cela devient exécutoire. Je n'attends que cela et je suis prêt. Les esprits me disent qu'il te faut un albinos.
Les esprits auront besoin de ses parties intimes et de son foie. Tu mangeras les intestins frais et tous les excréments qu'ils contiennent. Tu enterreras le reste du corps dans le jardin de ta concession. Ainsi, tu seras réélu. Le député-maire Camasso s'était entendu dire que quand les esprits ne veulent pas te satisfaire, ils te demandent des choses humainement difficiles à exécuter. N'avait-il pas fait des tonnes de sacrifices pour se maintenir à la tête de la collectivité et siéger à l'Assemblée nationale? Cet énième sacrifice était de loin le plus coriace. Son esprit épingla le jeune albinos Pavilou, qui vendait au grand marché de Bologna. Il tenait un petit commerce de vente de riz et travaillait certaines nuits comme plongeur au Bilalero bar. L'enlever sera un jeu d'enfant, mais la suite du rituel. Tu as 3 jours au maximum pour trouver un albinos et nous prendrons rendez-vous dans mon sanctuaire, là où tu sais, l'interrompit Chamoiseau dans ses pensées. C'est bien noté et il sera fait ainsi. Le premier jour, le député-maire Camasso veilla devant le Bilalero bar et retourna bredouille. Pavilou n'y avait pas travaillé comme convenu. Le lendemain, assis dans sa voiture confortable devant le Bilalero bar, Camasso attendait depuis 20 heures quand il vit un homme de teint blanc pâle entrer au bar aux environs de 22 heures. C'était Pavilou. Il descendit de son véhicule et demanda à un vendeur ambulant de cigarettes d'entrer dans le bar pour appeler Pavilou. Il lui remit une liasse de billets de banque. Tout heureux d'avoir reçu sans grand effort une somme équivalente à sa recette bimestrielle maximale, le vendeur de cigarettes, après de longs remerciements, courut au bar faire la commission du génère bar Camasso. Pavilou sortit aussitôt quand il fut informé sur l'identité de l'illustre personnalité qui souhaitait le voir. « Très honoré, honorable, ou monsieur le maire, ou monsieur le député-maire. Je ne sais comment vous appeler convenablement. »« Mettez-vous à l'aise, monsieur Pavilou, » repartit Camasso. « Pouvons-nous discuter dans la voiture, s'il vous plaît? J'ai une mission importante et secrète à vous confier. »« Quel honneur! Après vous, honorable !» Une fois dans la voiture, Camasso sortit de sa poche une pochette imbibée de chloroforme et le posa sur le nez de Pavilou, qui l'aspira et sombra dans un profond sommeil. Camasso sortit son téléphone et appela Chamoiseau pour prendre rendez-vous au sanctuaire. « Où suis-je et pourquoi suis-je ligoté ainsi ?» demanda Pavilou terrifié. « Il est réveillé !» dit Chamoiseau, qui lui montra son sein, et Pavilou ne put crier malgré tous ses efforts pour émettre le moindre son. Un feu de camp était allumé qui appuyait la fine lumière lunaire. Comme je le disais, pour que le sacrifice marche efficacement, il faut que la victime souffre atrocement. Chamoiseau se servit de son sein et, sans anesthésie, entreprit d'ouvrir le ventre de Pavilou à l'effet de lui ôter le foie et les intestins. Son sein était 1000 fois plus tranchant que la lame d'un rasoir neuf. Le pauvre Pavilou souffrait terriblement sous l'inexplicable douleur de cette curieuse chirurgie sans anesthésie. Les yeux ouverts et fixés sur Camasso, il rendit l'âme. Il était 2 heures du matin. Chamoiseau recueillit les parties génitales et le foie de Pavilou pendant que Camasso mangeait les intestins et leur contenu fort difficilement. Mais pour le pouvoir, l'argent et la vanité, il était prêt à tout. Chamoiseau termina ses rituels et libéra Camasso. Une fois chez lui, Camasso inhuma dans son immense jardin le reste du corps de Pavilou ainsi que le malheureux Ganayo. Souvent, il est vital que nos chemins ne croisent pas certaines personnes. Mais que peut-on face au destin? Ganayo était le jeune commerçant ambulant qu'il avait envoyé chercher Pavilou dans le bar. Camasso ne voulait pas prendre de risques. Alors, il avait administré le même somnifère à Ganayo pour l'endormir pour ensuite le tuer chez lui et l'y enterrer, en prenant le soin de récupérer les sous qu'il lui avait remis pour la pâtée. Quelle infâme malhonnêteté! Camasso, le député-maire à vie, avait été réélu à la surprise générale d'un peuple avide de changement qui le vomissait visiblement à 90% quelques semaines seulement avant les élections. Il avait réussi, à force de sortilèges, à se faire réélire pour un énième mandat. Les rumeurs de plus en plus persistantes des apparitions, réapparitions et disparitions de Pavilou l'albinos alimentaient toutes les conversations de Bologna. Elles étaient si persistantes qu'elles parvinrent aux oreilles du député-maire Camasso, qui relaya systématiquement l'information à Chamoiseau dès qu'il en fut informé. Sereine, elle lui fit ce rappel. « Je le savais déjà, dit-elle d'une voix plus froide que l'hiver en une nuit polaire. Je t'avais averti des dangers liés à ta réélection forcée et informé de l'unique interdit relatif au rituel de l'albinos. En effet,
Tu as enfreint le totem du rituel de l'albinos. Il y a de cela quelques semaines, poursuivait-elle. Tu es rentré chez toi tout ivre. Tu as alors traversé la tombe de Pavilou en l'enjambant. Or, il t'avait été strictement interdit de traverser cette tombe en l'enjambant sous peine de sanctions fatales et irrémissibles des esprits. Cependant, j'essaierai un autre rituel palliatif. Je ne te garantis rien cependant, précisa-t-elle. C'était la première fois que Chamoiseau s'adressait avec autant d'incertitude au député maire Camasot, ce qui le décontenança. En effet, Camasot se souvint de cette fameuse nuit où il était rentré très ivre. Il s'était réveillé le lendemain matin dans son jardin, couché à même le sol. C'est certainement ce jour-là qu'il avait, par inadvertance et par la plus grande imprudence, traversé la sépulture de Pavilou en l'enjambant. Et depuis lors, les rumeurs couraient que Pavilou était constamment aperçu en ville. Assis à la véranda chez lui, le député-maire Camasot se remémorait avec crainte et espoir sa dernière rencontre avec Chamoiseau. Comment avait-il pu être si léger, lui qui n'avait que des ennemis dans cette ville qu'il avait la lourde charge d'administrer? Il fut tiré de ses pensées par son chauffeur, qui lui rappela qu'il devait animer une grande conférence à la place publique de Bologna et qu'ils allaient être en retard s'ils ne décollaient pas de la maison dans les 5 minutes à venir. Il se leva brusquement pour aller regagner son véhicule de commandement pour la très importante conférence visant à informer les populations sur le vote futur d'une proposition de loi au Parlement relative à la gestion efficace du foncier rural. Il y allait pour jouer son rôle de député. Un homme politique n'est-il pas toujours en campagne électorale? En politique, plus que dans la vie active, aucun acte posé n'est innocent. Tout est basé sur la stratégie. Toute la population de Bologna occupait la place publique baptisée Place Camasot, aménagée sur une superficie de 2 hectares pour abriter les manifestations politiques de grande envergure, à l'image de celles qui allaient avoir lieu tout à l'heure. La place Camasot, cependant, s'avérait exiguë pour la circonstance. Des artistes musiciens les plus en vogue de la ville, dans une ambiance surchauffée et électrique, se succédaient pour entretenir une foule déjà impatiente de savoir les décisions futures relatives au foncier rural. Le maître de cérémonie prit le microphone pour mettre fin aux distractions et annonça celui que tout le monde attendait. Et le député maire Camasot apparut encouragé par un tonnerre d'applaudissements. Il descendit de sa voiture de commandement et marchait pour prendre un bain de foule avant de monter sur le podium pour entretenir les Bolonais. Sa sécurité rapprochée, constituée d'une 60aine d'hommes robustes et solides comme des rocs, formait autour de lui un cordon de sécurité infranchissable et dissuasif. Les images étaient relayées par une 50aine d'écrans géants installés pour la circonstance dans tous les coins et recoins de la place Camasot, permettant ainsi à tous les spectateurs de ne rien manquer de la cérémonie. Subitement, le député-maire Camasot, comme pris de démence, se mit à pousser des cris de douleur en se grattant tout le corps. « S'il te plaît, arrête, ne me fouette pas. Ton coup de fouet est si douloureux qu'il me lacère le costume et la peau. » En effet, son costume était déchiré par endroits comme s'il avait été griffé par un fauve devant la foule stupéfaite. Il s'était mis à genoux, se tordant d'une douleur visiblement atroce. Les 50 écrans géants relayaient en direct les images pendant qu'une voix se faisait entendre. « Toute la ville est réunie ici et maintenant. Dis-leur la vérité. »« Oui, je parlerai, » supplia le tout-puissant député-maire Camasot qui saignait abondamment du dos. « Mais s'il te plaît, Pavilou, arrête de me fouetter. »« Pavilou » murmura la foule de plus en plus stupéfaite et plus que jamais curieuse. Un autre cri plus douloureux du député-maire Camasot se fit entendre, et on le voyait se tordant de douleur, saignant du ventre en plus du dos. Ces nombreux gardes du corps ne voyaient que du feu, malgré leur puissance musculaire. Ce cas était au-delà de leurs forces et compétences habituelles. L'attaque de leur cher maître n'était pas physique. « Venons-en vite au fait !» reprit la voix de Pavilou, qui apparut sur les écrans tel un fantôme sorti tout droit des profondeurs les plus intimes de l'enfer, et semblait flotter comme un drapeau. « Mon Dieu !» cria la foule de plus en plus surprise. C'était donc cela, les apparitions et disparitions soudaines de Pavilou. C'est Camasot qui parla, contraint par on ne savait quelle force. « J'ai sacrifié Pavilou pour les dernières élections, » finit-il par articuler avec force difficulté. « Je l'ai enlevé un soir pour l'entraîner dans le sanctuaire de Chamoiseau, sur instruction de cette dernière. Nous lui avons arraché les parties intimes et le foie pendant qu'il était vivant, pour les sacrifices.
J'ai mangé moi-même ses intestins et enterré par la suite le reste de son corps dans mon jardin. J'ai été ensuite réélu contre le gré de la population, parce que son esprit s'est envolé la nuit de l'élection dans tous les bureaux de vote pour changer les résultats en ma faveur. D'où mon élection à 99% des voix, alors que j'étais contesté et vomi quelques semaines plus tôt par mes concitoyens. J'ai aussi tué de mes propres mains le jeune homme qui m'a aidé à le contacter, un innocent vendeur ambulant, le seul témoin oculaire de l'enlèvement de Pavilou que j'ai enterré dans mon jardin. Je suis vraiment désolé et je vous prie ainsi que Pavilou de bien vouloir trouver tout au fond de vous la plus petite énergie pour me pardonner. Tel est mon récit. Continue ta dernière confession, ordonna Pavilou, qui lui administra un 3e coup de son fouet à la douleur infernale. Ceci te rafraîchira la mémoire. Ah! Oui, j'oubliais, je suis l'époux de Chamoiseau, finit-il par lâcher sous l'effet de l'insupportable supplice. Je ne couche qu'avec elle, c'est pourquoi vous avez constaté que toutes les femmes que j'ai épousées sont décédées. Tu t'es confessé? Prépare-toi à me rejoindre là où tu m'as envoyé. Je vais de ce pas régler le compte de cette nuisible Chamoiseau et je retournerai me reposer enfin pour l'éternité. Pavilou lui administra 4 autres coups de fouet et Camasso mourut foudroyé sous l'effet d'une terrible douleur. Pavilou rejoignit Chamoiseau dans son sanctuaire et lui administra le même nombre de coups de son redoutable fouet. 7 coups de fouet, et elle mourut après d'horribles douleurs, son long et unique sein déchiré en 2 sous les coups des fouets de l'albinos Pavilou. Chacun des 2 conjoints reçut 7 coups de fouet, 7 coups de fouet hautement mystiques. Le chiffre 7 semble être un chiffre hautement spirituel, tant dans la numérologie ésotérique que dans la religion. En numérologie, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection et de la stabilité. Les livres saints que sont la Bible et le Coran évoquent 7 cieux et 7 terres. Le corps humain est constitué de 3 parties que sont les membres, le tronc et la tête. La tête est harmonieusement placée au-dessus du corps et contient le cerveau et surtout chacun des 5 organes de sens représentés par les 7 ouvertures que sont les 2 yeux pour la vue, les 2 oreilles pour l'ouïe, les 2 narines pour l'odorat et la bouche pour le goût. Par ailleurs, la semaine est constituée de 7 jours. Les populations se rendirent au domicile du député-maire Camasso et découvrirent effectivement dans une partie secrète de son jardin 2 tombeaux bien entretenus. Ils brûlèrent la résidence privée. Tous les autres biens qu'ils possédaient à Bologna furent pillés ou saccagés, effaçant ainsi toutes les traces de celui qui avait régné sur la cité pendant 35 ans. Les corps de Camasso et de la maléfique Chamoiseau furent exposés pendant 3 jours à la place publique, puis incinérés le 4e jour. Leurs cendres furent enterrées dans les profondeurs les plus impénétrables et obscures de la forêt.